Les questions qu'on se pose à l'occasion de ce qu'on appelle les révoltes arabes, révolution de Jasmin par exemple en Tunisie, nous amènent à mon sens, nous appuyer sur une réflexion historique sur un long terme. En effet, pourquoi aujourd'hui, par cette espèce de jeu de domino en quelque sorte, nous assistons à un renversement de régime que l'on croyait indestructible? Nous sommes, à mon sens, toujours dans une phase de liquidation de l'Empire ottoman, ce que j'appelle aujourd'hui la troisième phase. Pourquoi? Avec l'effondrement de l'Empire ottoman, à la suite des engagements de celui-ci pendant la Première Guerre mondiale, les puissances occidentales, les Français et les Britanniques, les États-Unis, qui viendront ensuite s'insérer de façon spectaculaire dans la région à l'issue du second conflit mondial, vont décider en quelque sorte de l'organisation, de la nouvelle organisation politique de la région. Donc nous allons voir, à l'issue de la Première Guerre mondiale, apparaître dans la région, au Proche-Orient, un certain nombre de régimes des monarchiques traditionnels, dits les régimes hachémites, notamment en Irak, en Jordanie. En Égypte, nous aurons également une monarchie qui va s'installer en Égypte, du moins ensuite par le prisme de l'indépendance qui sera progressivement acquise à l'égard des Britanniques, et ces régimes être plus ou moins proches des Occidentaux. Deuxième phase, c'est ce qu'on a appelé déjà le printemps arabe. Selon le fameux livre de Jacques Benoît Méchain, le printemps arabe, dans les années 1956, 57, 58, initié déjà en 1952 par la révolution des officiers libres en Égypte, sous l'égide de Gamal Abdel Nasser, Hosni Moubarak étant lui-même le dernier héritier de ce régime. Ces régimes appuyés sur le nationalisme arabe, laïque dans une certaine mesure, poussés en quelque sorte par le contexte de la guerre froide, vont s'établir dans la plupart des pays arabes. Si les pays du Golfe vont demeurer des monarchies traditionnelles, on va voir ces régimes prendre le pouvoir successivement en Irak, en Syrie, en Égypte précédemment, mais également ce type de modèle essaimé en Libye, avec la révolution des officiers libres en 1969 menée par le colonel Kadhafi, qui se réclame à l'époque du nasserisme, mais également de l'islam. Et nous aurons également des régimes appuyés sur le nationalisme arabe laïque, comme celui par exemple de Bourguiba en Tunisie. Bourguiba qui, avec le néo-destour, se démarque du destour du parti islamique traditionnel pour, en quelque sorte, mettre en place un régime appuyé sur des fondements laïques et modernes. Je rappelle que la Tunisie, dont on parle beaucoup actuellement, sur laquelle on a trouvé beaucoup à dire, est un des seuls pays arabes, si ce n'est le seul pays arabe, à avoir un code civil laïque, à ne pas avoir la charia qui modèle en quelque sorte son organisation civile, l'organisation civile de sa société. D'ailleurs, pour preuve, et là nous allons en venir à mon sens à un élément extrêmement important, le drapeau tunisien n'est que le drapeau turc inversé. Pourquoi? Parce que le modèle turc, inspiré par la révolution de Mustafa Kemal en 1922, puis l'abolition du califat, va avoir une résonance très importante dans le monde arabe et dans le monde musulman. La révolution d'Atatürk montre que l'on peut laïciser, moderniser en quelque sorte ces sociétés, mais d'une façon autoritaire. Au même moment, en Égypte, en 1922, Saïd Kopt et Hassan al-Banna créent le mouvement des frères musulmans. Ce mouvement des frères musulmans se veut en quelque sorte la riposte à l'abolition du califat par Atatürk. En effet, les frères musulmans regretteront toujours que par le fait de l'abolition du califat, la Oumma, la communauté des croyants, ne soit plus unie sous l'égide d'une seule et même nation. Et c'est ce à quoi l'idéologie des frères musulmans, dont Al-Qaïda n'est que l'expression en quelque sorte la plus violente aujourd'hui, la plus absolue, va ne cesser de travailler à l'établissement d'un seul régime dans le monde arabe et dans le monde musulman. Par la suite, ces mouvements vont tenir avec un soutien limité de certaines catégories, les militaires, une partie de la bourgeoisie, une partie du peuple, les adhérents du parti unique.
Et on va voir récemment, tout d'un coup, ces régimes s'effondrer. Pour plusieurs raisons. Un essoufflement, une absence de base populaire, une corruption endémique, une inefficacité économique. Ce sont des régimes sclérosés souvent, peu innovants. Si on met à part peut-être le cas tunisien.